Bienvenue aux accros du micro. Joie, plaisir, ravissement de vous retrouver pour notre rendez-vous chouchou. Véronique Chevrier au micro en compagnie d'Alex Coderre. Bonsoir. Bonsoir. Grande question existentielle ce soir, Alex. Je me lance déjà. As-tu trouvé le bonheur, toi? Oh, mais qu'est-ce que le bonheur? Je l'ignore, mais je crois que je suis proche, toi. Je pense que je vais attendre qu'on en parle tantôt parce que ça va être un sujet qu'on va aborder dans l'émission cette semaine. Oui, cette semaine, on se pose la question, existe-t-il une recette du bonheur? Est-ce que nous sommes heureux? Sommes-nous une population heureuse malgré la pandémie? Hein? Veux pas, on va en parler un petit peu, mais juste avant. Une nouvelle monumentale dans le soccer féminin. Une personne serait guérie du VIH, possiblement une troisième. Je vais te laisser en parler. Cette semaine, ta chronique sera sur les emojis. Oui, ces petits émoticônes que l'on s'envoie. Il faut dire que tu viens d'apprendre qu'une certaine emoji avait une signification. Je vous en dis pas plus. Je vais revenir sur le week-end des étoiles de la NBA. 3 jours de bonheur pour un grand adepte du basketball comme moi. Et nous allons conclure par notre nouvelle insolite, un segment fort apprécié de nos auditeurs et principalement des personnes âgées cette semaine, je crois bien. Bienvenue aux accros du micro. La Fédération américaine de soccer s'est finalement engagée à payer l'équipe nationale féminine au même niveau que l'équipe masculine. Non, mais quelle belle nouvelle, Véro. En tant que femme, j'imagine tu applaudis. Absolument. Toute mesure, tout pas qui tend vers l'équité salariale, l'équité dans la reconnaissance, peu importe, surtout dans le domaine du sport, l'équité en fait entre les hommes et les femmes. Dans le domaine du sport, je pense qu'il y a un méga rattrapage à faire. Alors, cette nouvelle-là que tu m'as apprise d'ailleurs, ça se prend très bien. Enfin. Ça se prend très bien. Il faut dire que c'est un long processus. C'est passé devant les jurys américains. Ça a duré 6 ans. Ça fait plus de 6 ans que l'équipe nationale féminine demande les mêmes droits. Là, c'est sûr, il devrait y avoir convention collective, puisque qui dit gros montant dit les conventions, et la délégation américaine s'est engagée à payer la coquette somme de 24 millions de dollars, et dont 22 millions aux joueuses. C'est quand même quelque chose. Les joueuses seront payées grassement et très fortement même. Et on parle pas juste d'une petite ligue, là. On parle des compétitions internationales et des coupes du monde, puisque les Américaines sont toujours favorites. Dans toutes les compétitions internationales, les Américaines sont souvent là. Nos Canadiennes sont pas loin derrière, mais les Américaines sont vraiment dominent. Ils dominent autant masculin que féminin. Ils sont au moins dans le top 10. Mais je vais te donner un petit exemple, si tu le permets. La FIFA, qui est la Fédération internationale de Football Association, pour les anglophones, eux, ils ont donné une prime de 32 millions d'euros à l'équipe masculine de la France après une victoire en 2018. Là, à une équipe seulement? À l'équipe gagnante. Oh, wow, OK. 32 millions. Pour te donner un petit aperçu, les Américaines qui ont gagné le mondial en 2019 ont reçu 3,4 millions. Oh! Mais voilà le décalage. Je ris, mais c'est pas drôle, sérieusement. Ben, c'est pas drôle, non. C'est vraiment pas drôle. Mais là, c'est inacceptable. Selon eux, ils vont être payés au juste taux. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il va y avoir anguille sous roche? Tu sais, on s'entend que le soccer masculin est un peu plus regardé que le féminin, toute réserve. Il va y aller les gens utilisent les arguments des commanditaires, de la popularité, l'écoute, les gens qui suivent ça pour justifier des coûts moindres. Oui. Et là, ben, c'est selon toute l'équipe, là, le communiqué qui est sorti, c'est un pas monumental qui a été fait cette semaine. Donc, je lève mon chapeau à ceux qui ont finalement dit les hommes et les femmes qui jouent au soccer aux États-Unis seront payés le même montant. Je
lance le ballon dans le but. On va passer à la nouvelle, notre deuxième nouvelle sur le radar cette semaine. Tu l'as dit en entrée, c'est que pour la 3e fois dans le monde, il y a une personne qui serait guérie du VIH-Sida. La nouvelle nous vient de la conférence annuelle sur les rétrovirus, les infections opportunistes qui se tient au Colorado. Ça, c'est une conférence scientifique qui est consacrée à la compréhension, prévention, traitement du sida et des infections opportunistes qui y sont associées. Et pour la première fois, la patiente est une femme. Elle a été traitée à New York. Cette patiente serait guérie grâce à un traitement utilisant une nouvelle technique de greffe de cellules souches qui proviennent de sang de cordon ombilical. Bon, là, c'est sûr que ça dépasse probablement nos compétences et compréhensions de part et d'autre. Oh, tu m'as perdu, oui. Oui, mais les scientifiques déclarent que le sang de cordon, comparé aux cellules souches utilisées dans les greffes de moelle osseuse, est beaucoup plus facile à obtenir. Alors, la découverte va permettre d'entrevoir que plusieurs personnes qui sont atteintes à la fois du VIH et du cancer pourraient être traitées. La patiente de New York avait reçu un diagnostic de VIH en 2013 et un de leucémie en 2017. Et là, actuellement, le VIH serait indétectable. Elle serait aussi en rémission de la leucémie. Donc, si son état reste stable, elle sera considérée comme la première patiente guérie du VIH grâce à une transplantation de cellules souches adultes et ombilicales. Première femme, mais 3e personne, comme je l'ai mentionné au début, parce que les 2 premiers patients ont été guéris, sont nommés les patients de Berlin, patients de Londres. Eux l'ont été grâce à une greffe de moelle osseuse à haut risque pour traiter un cancer. Très complexe ces choses-là, mais je trouvais ça important et intéressant d'en parler parce que on ne doit pas oublier que le VIH-Sida est encore ultra présent partout sur la planète. Selon le site CATIA, CATIA, qui est la ressource canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C, il y a actuellement environ 37 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le VIH-Sida. Juste en 2020, c'est 1,5 million de nouveaux cas qui ont été diagnostiqués. Et si on se rapproche un peu au Canada, selon les estimations nationales, 62 000 Canadiens vivaient avec le VIH à la fin de l'année 2018. Donc ça signifie 167 personnes sur 100 000 au Canada qui sont porteuses du VIH-Sida. On rappelle, dans le fond, que ça reste l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Ça a déjà fait plus de 20 millions de victimes à travers le monde, mais il y a de l'espoir. Cette 3e patiente ouvre la voie à d'autres guérisons. Les emojis. Tout le monde l'utilise, mais personne ne sait vraiment c'est quoi, à part peut-être les enfants qui savent que c'est un film, parce que oui, Emoji, le film est un réel film qui est, ma foi, pas très bon, mais c'est un divertissement d'animation. Et cette semaine, Véro, t'as envie de nous parler de... Ça vient d'où, ces emojis-là? Hey, mais sérieux, tu m'apprends quelque chose, je savais même pas qu'il y avait un film. C'est excellent, c'est ma chronique, puis c'est toi qui m'apprends. Ben oui, mais toi, d'ailleurs, tu utilises ça beaucoup quand tu t'envoies des messages textes? Ben justement, viens-tu recevoir un emoji? Ben non, moi j'ai... Non? Ah oui, c'est moi! Ben oui, c'est moi qui ai eu un message texte. Oui, non, pour vrai, mon son était pas fermé. C'est pas grave, non, je reçois... je reçois des emojis, mais de type un peu classique, le bonhomme sourire, les petits cœurs avec ma copine, mais sinon, les bonhommes avec les lunettes ou le pouce en l'air, là, c'est pas mal les de base. OK. Ouais. Maintenant, on appelle ça l'alphabet pictural, baromètre de nos humeurs. Moi, j'adore les emojis. Je suis fascinée parce qu'ils permettent de donner un rythme ou une tournure au message. Notre langage se complémente maintenant de pictogrammes comme des dessins de visage, des objets pour exprimer une émotion ou illustrer un propos. Finalement, c'est le retour de l'écriture hiéroglyphique quand on y pense, là. Mais je suis pourtant, tu le sais très bien, une adoratrice des mots, mais dans les messages textes, parsemer mes communications, avec modération bien entendu, là, d'émojis me réjouit et moi je trouve que ça égaye mes discussions. Même si notre langue française regorge de mots magnifiques pour décrire des sentiments, j'ai parfois l'impression qu'ajouter une petite face là, à la fin d'un message donne un poids différent qu'un mot peut avoir. C'est comme un punch, ça devient plus puissant. Je sais que là, on est dans une ère d'image, de représentation. Alors, on pourrait reprocher aux emojis d'être un aspect supplémentaire qui fait reculer la langue, que plusieurs, malheureusement, ne savent pas vraiment utiliser correctement, là, tant qu'à l'écrit qu'à l'oral. Mais bon, moi, je vois ça plutôt comme les emojis, comme si c'était des mimes.
La petite face que je vais choisir, c'est comme le prolongement de la mienne. Puis quand une personne m'envoie, par exemple, l'emoji qui réfléchit en ayant la main sur le menton, les yeux tournés là, vers le haut, les sourcils légèrement froncés, je l'aime particulièrement, moi, ça-là. Moi, je vois le visage de la personne qui m'écrit avec cette expression-là. Je veux pas briser, péter ta balloune, comme on dit en bon québécois, mais c'est très rare que quand j'envoie un emoji, exemple, qui sourit, je suis en train de sourire, en train de texter. Ben moi, oui! Non. Moi, non. justement, je me rends compte que quand je mets un emoji je prends vraiment le temps de le choisir pour qu'il présente le plus fidèlement possible mon état ou l'intonation que je veux donner à mon propos. Puis je me surprends justement, moi, à mimer la face de l'emoji que je choisis. Intensité quand tu nous tiens. Mais on peut au contraire aussi donner un sens insoupçonné à une phrase en mettant un pictogramme auquel on s'attendait pas. Déroutant, là! Mais là, je ne sais pas si vous êtes sur iPhone comme moi, mais si c'est le cas, est-ce que vous trouvez que la liste des emojis est mal présentée? Oui, solidement. L'ordre, là, moi, fait vraiment pas mon affaire. Dernièrement, je voulais envoyer un cœur à une amie qui vit une situation difficile en ce moment. Puis là, j'utilise souvent le cœur rouge, mais là, je voulais le vert pour donner une petite touche d'espoir à mon message. Puis là, je réalise que les cœurs sont vraiment loin dans la liste. Tu sais, ils viennent après les moyens de transport, les outils et même la papeterie. Je pense, sans l'ombre d'un doute, là, qu'on est plus souvent appelé à envoyer un cœur qu'un trombone. Ben, moi, j'envoie beaucoup d'immeubles. Je sais pas si ça peut t'aider, là, mais moi, quand quelqu'un que je fais une conversation avec quelqu'un, moi, un petit immeuble bien placé, là. Un immeuble! Mais moi, j'ai une amie avec qui on s'envoie toujours des emojis les plus pas rapport possibles. Nos conversations sont parsemées. D'ailleurs, le petit son qu'on vient d'entendre, elle m'a envoyé un tracteur, là, pour aucune raison, sans mot, rien. Moi, je trouve qu'on devrait pouvoir faire une recherche rapide parce qu'il y a un paquet de pictogrammes, justement, qui sont complètement inutiles. Mais là, la question qu'on se pose, oui? Mais il y en a qui sont très utiles et qui ont une signification assez particulière. Oui, je m'en vais là. Vas-y! Tu m'as dit, micro fermé, que tu venais d'apprendre ce que signifiait l'aubergine. Ben, c'est toi, oui! Ben, est-ce que vous saviez que quand quelqu'un vous envoie une aubergine, c'est pas parce qu'il a envie d'une bonne petite salade? Loin de là, on parle de pénis. Littéralement de pénis. La pêche, c'est les fesses. Et les cerises, c'est les seins. Ben, j'étais tellement pas là. Tu vois à quel point j'étais un peu innocente des fois. J'utilisais tellement pas ça. Pour ça, c'est toi qui me l'as appris, mais d'ailleurs, savais-tu qu'au Japon, l'aubergine, c'est l'emblème de la fête des morts? Tu vois, il n'y a aucune connotation salace là, parce que les emojis viennent de Tokyo, Japon, fin des années 90. E pour image, moji pour lettre en japonais. C'est maintenant le consortium Unicode qui gère tous ces codes universels-là. Écoute, on va manquer de temps. Je pense que je vais pouvoir faire peut-être une autre chronique un peu plus en détail pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire, d'où ils viennent. Mais il y a même un emoji stat sur lequel on peut aller suivre les emojis les plus populaires en ce moment. Quand je suis allée voir tantôt, c'est celui qui rit aux larmes et le bonhomme, le cœur. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? On rit, on s'aime. Hein? Ouais, et pour ta chronique, je te mettrais un pouce en l'air. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Annonce de Nutella. Non, c'est une chanson, à vrai dire, Véro. Je sais, je suis un grand chanteur. Je devrais aller faire Star Academy ou La Voix, j'allais te le proposer. Non, c'est vraiment, vraiment pas très bon. Pas très accordé, le gars. Est-ce qu'il existe une recette du bonheur? Et la question que l'on se pose cette semaine. Mais j'ai fait quelques petites recherches sur le bonheur. Et si tu tapes dans l'outil Google « Comment trouver le bonheur », savais-tu qu'il est à Laval? C'est une résidence pour personnes âgées, le bonheur. Mais ça, c'est très drôle, là, parce que Laval, c'est toujours souvent mon souffre-douleur, ma ville souffre-douleur. Ah non, mais pourtant, quand j'ai vraiment écrit « Comment trouver le bonheur », et quand tu regardes les options, oui, il y a les choses, le bonheur en soi, dans les liens. Mais quand tu regardes les adresses, c'est une maison de retraités à Laval. Ben, peut-être qu'ils se trouvent là. Tous les gens qui sont là sourient, sont heureux, la vie est belle. Je l'espère. Mais c'est ça, c'est la grande question qu'on se pose dans notre discussion de la semaine. Quel est le secret des gens heureux? À ne pas confondre avec la balade des gens heureux. Oh! Non, mais c'est un sujet d'étude de vraiment beaucoup de psychologues, sociologues, généticiens, autres spécialistes de l'humain. Alex, moi, je doute qu'il se trouve une seule réponse.
Je crois que le bonheur existe réellement, mais c'est tellement un sentiment personnel et intime. C'est propre à chacun, oui. Et je pense que c'est un mélange de facteurs sur lesquels on a du pouvoir et un paquet d'autres dont on est tributaire. Que veut dire tributaire? Ben, dont on... Excusez-moi, là, mais il y avait un gros point d'interrogation dans mon visage. Je te mets l'emoji « hein ». Ouais. Je sais pas, là. Répète le mot, s'il vous plaît. Puis moi, je vais mettre l'emoji avec les yeux en l'air, genre, tu le sais pas. Mais non. Le mot tributaire, donc, dont on est en quelque part un peu, sur lequel on n'a pas de contrôle, dont on n'est pas nécessairement victime, mais dont on est pris sans le vouloir. Fait que c'est ça. Donc, comme je disais, il y a un paquet de facteurs, je pense, sur lesquels on peut avoir du pouvoir qui nous amène le bonheur, puis d'autres qu'on n'a pas le contrôle. Mais moi, grosso modo, je pense que c'est une harmonie avec soi, être bien dans sa tête et sa peau. Donc, selon toi, tu te considères une personne heureuse et tu respires le bonheur. Littéralement, pour toi, tu as trouvé le bonheur et la paix intérieure. On pourrait dire avec plein de choses, parce que veux pas, en ce moment, il y a quand même une pandémie mondiale qui commence à nous taper sur le chou. Belle métaphore, mais moi, je trouve, pour moi, là, comme tu dis, parce que c'est très personnel, je crois que je l'ai trouvé. Mais je l'ai trouvé après des années de cheminement. Je m'explique parce que là, tu me dis, oh, étalez-vous dans le sofa et expliquez-moi cela. Non, mais je me dis, t'es chanceux à 26 ans d'être... Je crois que je l'ai trouvé et ce bonheur, pour moi, c'est peut-être quétaine, c'est peut-être kitsch pour certains, mais c'est la personne qui m'a vraiment remis sur le droit chemin. C'est quand j'étais plus jeune, j'ai fait quelques erreurs de jeunesse, si on pourrait bien dire comme ça. Mais j'ai rencontré une fille qui maintenant est une femme, qui bientôt sera ma femme. Oh, jeu de mots pour parler de mariage. Non, oui. C'est ma fiancée, Sophie. Je crois que notre relation a fait que je suis plus quand même mature, malgré les jokes pipi caca poil qui me fait toujours bien rire, un bon pet bien placé. Mais là n'est pas la question. Pas ce soir. Merci, pas ce soir, mais on peut en parler. Ouais, mais le bonheur pour moi, c'est des choses un peu anodines. Un bon matin, bonne nuit chaque jour. C'est prendre des nouvelles de l'autre quand on n'est pas ensemble. C'est savoir quand elle a de la peine, quand ça va moins bien à son emploi, puisqu'elle est quand même éducatrice à l'enfance. Donc, on le sait qu'en ce moment, il en mange toute une là, manque de personnel. Mettre un masque avec un enfant de 18 mois qui ne voit pas le beau visage, il me semble que c'est comme poche pour l'enfant et son développement. Mais ce sont quand même des guerrières, selon moi, malgré certains laissés-aller. Les assouplissements vont juste les aider. Fait qu'elle va être plus heureuse à son travail, plus heureuse dans sa vie. Donc, elle va toujours être de bonne humeur. Elle ne va pas aller à son emploi de reculons. Fait que ça va impacter ma journée. Ouais, ça va être contagieux sur toi. Ça va être contagieux. Donc, pour moi, le fait qu'elle est heureuse me rend heureux. Donc, ensemble, on a le bonheur. OK, il y a des hauts et des bas, mais qui n'a pas de hauts et de bas, tu sais? Le bonheur ne veut pas dire un état de plénitude de 7 heures, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ben non, à un moment donné, je dors, là, tu sais. Oui, puis... Mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que j'étais allée faire, moi aussi, des petites recherches, là. Puis quand on parle de recettes, est-ce qu'il y a vraiment une recette? Mais selon certains scientifiques, ils nous disent qu'il existe une combinaison gagnante pour favoriser le bonheur. Puis là, toi, t'en as nommé un, entre autres. Il y a une étude longitudinale, donc faite sur une longue période de temps, qui est parue dans le British Medical Journal. Oh, excusez-moi, pardon. Oui, qui identifie 3 éléments essentiels au bonheur. Vas-y. D'abord, c'est ne pas être tourné vers le passé, en faire même un peu table rase. Donc, oublier les échecs passés, ne pas être obsédé par rapport à ce qu'on a pu rater. Mm-hmm. Il y a deuxièmement, faire des activités qui nous font plaisir, de retrouver le plaisir de l'enfance que souvent on oublie. Et troisièmement, ça rejoint un peu ce que tu as dit, c'est de s'entourer de proches. Donc, créer beaucoup de liens sociaux, ils sont primordiaux. Ça aide à surmonter les épreuves. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que selon d'autres chercheurs,
c'est qu'on a un pouvoir sur notre bonheur. Comme moi, je disais au début, je pense qu'il y a une partie qui nous appartient puis une autre non. Ouais. Ben, en tout cas, là, selon les études que j'ai trouvées, là, il semble que ce soit de l'ordre de 40%. Ce sur quoi on a du pouvoir, OK. mais il semblerait que notre génétique compte pour 50% dans notre capacité à être heureux, puis le petit 10% qui reste est lié aux conditions extérieures, notre emploi, notre revenu, notre état de santé, notre situation amoureuse, mais tout le reste, c'est vraiment entre nos mains, puis on décide d'en faire ce qu'on veut. Mais que 10% de tout ce qui est amour, travail et tout ça, me semble c'est pas beaucoup quand tu... En même temps... C'est propre à chacun, c'est sûr, mais... Je ne suis pas en train de réfuter les statistiques parce que c'est quand même des chercheurs qui ont fait cette recherche. Là. Moi, je ne suis qu'un messager, comme on dit. Mais j'ai de la misère à croire 40, 50, 10. Oui, c'est beaucoup. C'est effectivement un peu disproportionné, mais dans le 40, c'est ça sur quoi on a du pouvoir. Le pouvoir étant comment on perçoit les choses, peut-être les pensées qu'on peut avoir, les activités qu'on choisit d'avoir. Quand on parle du 10% aux conditions extérieures. Oui. Dans les exemples, comme je disais, il parle d'emploi. Ben, tu as quand même un certain pouvoir sur ton emploi aussi, tu sais. Dans une certaine mesure, oui. Dans d'autres, des fois, non. Peut-être que, bon, dépendamment des études que tu as ou que tu n'as pas, les expériences, bon, peut-être que tu es confiné dans un... C'est un mot tabou maintenant, ça, je pense qu'on est confiné à cause de la pandémie. On le dira pas, le mot interdit. Mais moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans tout ça, c'est la partie génétique. Il semblerait vraiment qu'il y a des personnes qui sont programmées à la naissance à connaître ou pas le bonheur. Toi, ça te surprend-tu? Génétique, ben, c'est sûr que si, exemple, tes parents, c'est des toxicomanes ou des personnes qui sont en prison, c'est sûr que tu seras pas très heureux. Ben, parce que être heureux est aussi une source de bonheur. Là. C'est pour ça que je dis heureux, parce qu'on s'entend bonheur et heureux sont pas mal liés souvent. La génétique, moi, j'aimerais plus d'explications sur pourquoi, mais c'est sûr, selon la situation familiale, c'est sûr que quand tu étais jeune, si tes parents se séparent, ben, tu l'as pas vécu, mais quand t'es plus vieux puis tes parents se séparent, tu le vis, fait que t'es moins proche du bonheur parce que tu vois le malheur qui brise ta famille. Fait que j'y crois, mais j'y crois pas. Mais ce sur quoi je suis tombée comme recherche, là, c'est un généticien comportementaliste, David Lincoln, là, de l'Université de Minnesota. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein, non, mais en fait... Le pourquoi il parle de la prédisposition génétique, parce qu'ils ont fait des recherches avec des jumeaux séparés à la naissance. Puis après plusieurs années, même si les jumeaux ont grandi dans des milieux différents, ils avaient, après plusieurs années, un niveau de bien-être face à l'existence relativement similaire. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il existe un seul gène du bonheur, mais des prédispositions. Donc, il y aurait peut-être certaines personnalités qui sont plus enclines que d'autres de vivre pour vivre avec le bonheur ou de trouver le bonheur. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, je pense qu'il y a aussi la grande question, pas la grande question, mais l'aspect que ça se passe maintenant. Ouais. Souvent, nos pensées sont tournées vers le futur, vivre le moment présent. Passé, exactement. Être dans l'instant présent puis être vraiment concentré, absorbé dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Comme quand j'enregistre avec toi les accros du micro, Alex, moi, je suis dans le bonheur brut. Il y a quelques jours, à Cleveland, avait lieu le week-end annuel des étoiles de la NBA qui célébrait en plus ses 75 ans. Donc, Alex, beaucoup d'étoiles dans le firmament. Des étoiles, en veux-tu, en v'là, des recrues des deuxième année, des légendes de la NBA. Non, mais quelle fin de semaine incroyable. Et je vais te faire un petit résumé pour toi qui... connais rien. Ouais, ok, j'allais dire quelque chose de plus poli, mais c'est ça, que tu connais rien. Pas grand-chose dans le basketball. Non, donc le vendredi, c'était il appelle ça le Rising Star, qui est le match des étoiles montantes. Si tu es une première année ou une deuxième année, tu peux jouer dans le match des recrues, mais juste avant, il y avait le match des célébrités. Et on invite des acteurs, des comédiens. OK, pas nécessairement des célébrités de la NBA. Non, c'est des célébrités de n'importe quoi. Et comme tu as bien dit, nous étions à Cleveland, donc un des participants était nul autre que le maire de la ville. Ah, ben, tu parles d'une folie. Hey, le maire de la ville était là, des joueurs des Browns de Cleveland, l'équipe de football, était là. C'était un match... le match des célébrités, c'est un petit match pour rire, c'est le fun.
mais c'est en soirée ou quand le match des recrues commence. Là, c'est là où est-ce que le gros fun commence, comme on dit. Cette année, nouvelle formule, 4 petites équipes qui s'affrontent dans un tournoi. 1-2 contre 3-4, les 2 gagnants s'affrontent pour savoir quelle est l'équipe gagnante. Et entre les parties, avant la finale, il y avait un petit échauffement avec des tirs à 3 points avec 2 joueurs, remportés par le joueur de Memphis, Bane, et le joueur des Pacers, Haliburton, qui te dit absolument rien, mais ils ont fait le parcours en 39 secondes, ce qui est quand même très rapide. Sinon, le gros du spectacle, c'est le samedi. Le samedi, c'est le concours d'habileté qui est composé de 3 étapes. Est-ce que tu es capable de me les nommer? Sûrement pas. Ben, il doit avoir, parce qu'on en a un petit peu parlé, puis c'était quand même un mot que je connaissais, il doit avoir sûrement des dunks. Oui, le concours de dunk. Non, mais je vais te résumer le concours de dunk en un mot. OK? Es-tu prête? Oui. C'était le pire concours de dunk depuis longtemps. Mais là, en plus, ça célébrait les 75 ans de la Ligue, ça tombait mal. Non, les 4 joueurs qui étaient là... C'était vraiment pas spectaculaire. Ils rataient tout le temps. T'as le droit à 4 essais. Des fois, ils allaient à 5, voire 6 essais. C'était mauvais. Et les juges n'ont le droit que donner... Il faut qu'ils donnent une note sur 10, mais ils ont juste le droit à partir de 6. Fait que tu peux donner 6 en montant. Et pour la 2e année de suite, il n'y a personne qui a eu 50. Habituellement, il y a toujours un dunk parfait. Un dunk qui vaut 50 points avec un déguisement. Il a sauté par-dessus une mascotte sur un overboard. Il a soufflé une bougie qui était sur le panier. Il existe plein de choses. OK, c'est ça. Dans le fond, c'est d'aller de s'élancer vers le panier. Je dis toujours le filet. C'est parce qu'il y a un filet en dessous, ça me mélange. Donc, avec style. Avec style, un dunk. En faisant des choses. C'est quoi un dunk? Oui. Pour eux qui ne le savent pas, un dunk, c'est dribbler vers le panier avec 2 pas. Habituellement, là, ils en faisaient un peu plus. Là. Mais il faut faire 2 pas. Tu prends le ballon dans ta main dominante qui va s'agripper au filet sur l'anneau et tu contrôles avec cette main et tu sautes à partir du pied opposé de la main pour t'élancer et finir ça avec dans le jargon, on dit un slam dunk. Okay. C'est quand même, d'habitude, c'est les centres qui font ça. C'est eux les professionnels. Mais là, mettons de côté cette nullitude et parlons de ce qui était vraiment intéressant. Le concours d'habileté qui s'appelle le Skills Challenge. 3 groupes de 3 joueurs. C'est le groupe Cleveland qui a gagné, composé de 3 joueurs qui jouent pour les Cavaliers, l'équipe locale. Après ça, tu as eu le concours à 3 points. Concours, ma foi, intéressant. Et c'est un centre, dans le jargon, les big men, qui a gagné le concours. Ça, c'est très rare. Et le lendemain, le dimanche, c'était le match des étoiles. Et mon joueur préféré, Steph Curry des Warriors de Golden State, a établi un record avec 16 lancers de 3 points dans le match. Il a fini avec 50 points, le 2e plus haut total de l'histoire des All-Star Games. Mm-hmm. Et il a été nommé meilleur joueur du match. Donc, c'est sûr que je m'attends, lorsqu'il revienne en action, que Steph Curry continue à mettre des 3 points pour les Warriors. C'était une fin de semaine féerique, magnifique, et j'espère un jour même pouvoir y assister. Avez-vous déjà perdu quelque chose en vacances? Eh bien, Véro, toi, ta nouvelle insolite, là, il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose, je crois bien. Oui, puis je me demande à quel point on a toujours envie de retrouver ce qu'on perd. Parce qu'il y a un Britannique de 63 ans qui a reçu par la poste, un instant, attention, son dentier qu'il avait perdu 11 ans plus tôt. Oh boy! Là, c'est vraiment ça, c'est le genre d'affaire qui me fait beaucoup rire, surtout qu'on prenne le temps d'en parler d'autant plus. Enfin bref, puis que lui, il a fait les manchettes avec ça, c'est ça qui me fait rire. L'homme, il était allé en vacances dans une station balnéaire en Espagne, puis là, lors d'une soirée très arrosée, il a été malade dans une poubelle. Et en régurgitant, son dentier est tombé sans qu'il s'en rende compte. Mais là, c'est son ami qui, quelques minutes plus tard, alors qu'il était en direction d'un autre bar, visiblement, c'était pas assez pour lui comme soirée, il a fait remarquer qu'il n'y avait plus ses dents. Là, ils sont revenus, ils ont essayé de chercher, ils n'ont pas retrouvé le dentier, mais là, voilà que 11 ans plus tard, le dentier a été retrouvé dans une décharge en Espagne, un genre de dépotoir, et c'est grâce à l'ADN
qu'on a retrouvé, puis il était fiché, là, pas nécessairement avec la police, mais son nom était sur des affaires, puis ils ont retourné l'objet qui, ma foi, devait être épouvantable après toutes ces années. Moi, ma question que je me pose, c'est, me semble, tes dents, comment tu peux perdre tes dents? C'est comme lui! Puis il était, dans la nouvelle, il disait qu'il était très, très parti. Là, mettons qu'il avait bu beaucoup de cidre, qu'il disait. Mais oui, comment tu peux perdre tes dents? Mais il était pas très bien placé. Il était chaud. Oui, il était chaud, mais il était aussi peut-être mal installé. Mais moi aussi, c'est ce qui me fascine là-dedans, je peux pas comprendre. Il y a vraiment quelqu'un, à un moment donné, qui a trouvé ça, puis qui s'est dit, mais je pourrais peut-être trouver à qui ça appartient, puis lui renvoyer. Tu sais, moi... C'est là que ça me fascine. Et non, je ne terminerai pas en disant qu'en perdant son dentier, le Britannique ne pouvait avoir qu'une dent contre lui-même. Véro, l'humoriste! Ça complète tellement bien notre épisode 13. Il faut dire que moi, je l'ai appelé l'épisode maudit, parce que qui dit 13 dit malédiction. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, non. Ne vous en faites pas, ne pleurez pas, car nous serons au rendez-vous la semaine prochaine. Et tenez-vous bien, on va teaser l'émission de la semaine prochaine, car il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de controverse. Oh non, 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 mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le segment principal de notre émission sera consacré à un jeu coup de cœur. On va s'amuser! Oui! Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Portez-vous bien.